si vous avez bien lu le livre, je ne parle pas de décroissance, jamais. Donc il y a une seule fois, je cite qu'il y a eu un mouvement de décroissance. Le seul mot qui revient tout le temps, et je l'ai emprunté à Tim Jackson, qui est un économiste britannique, je vous invite à lire son livre. Ça s'appelle la prospérité sans croissance, en anglais, parce qu'il n'est pas traduit en français. C'était un économiste à qui Gordon, qui était le ministre de l'économie de Tony Blair, a demandé en 2003 de faire un rapport pour la Grande-Bretagne sur les conséquences du réchauffement climatique sur l'économie. Et Tim Jackson, qui était un économiste, a dit ok, je le fais, et il a découvert, parce que je suis en train de vous décrire, qu'on allait vers l'effondrement, et c'est devenu un économiste vraiment pour moi le plus pertinent qui existe actuellement sur la planète. Donc il parle de société post-croissance. Donc la décroissance, jamais, si vous lisez bien mon livre, ce mot est repris. Je reprends le terme de Tim Jackson, c'est pas depuis aussi Juliette Shore, qui est une sociologue économiste américaine de Harvard, qui a repris ce terme. Beaucoup d'économistes écologistes, Herman Daly, ancien chef économiste de la Banque mondiale, qui a repris ce terme, post-croissance, parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, on est passé l'histoire de la croissance, si vous lisez mon livre, vous verrez, parce que dans le livre, il y a l'histoire de cette croissance, c'est 2 siècles dans l'histoire de l'humanité. L'obsession du toujours plus, c'est 2 siècles. Toujours plus comme moteur de l'économie, donc on produit toujours plus, c'est la bête insatiable qu'il faut nourrir en permanence. Donc ça veut dire, comme c'est une croissance exponentielle, ça veut dire qu'on multiplie par 2 tous les X années, selon le taux de pourcentage de la croissance, la production de biens et de services. D'accord ? Je vais vous donner un exemple parce que c'est intéressant de rappeler, en France par exemple, le taux de croissance moyen sur les 30 dernières années, moyen, donc ça veut dire moyenne, a été de 1,8% par an. C'est exactement 30 ans, c'est à peu près 2%. Donc on a donc multiplié par 2 depuis 30 ans la quantité de biens produits. Vous vous rendez compte ? Et on nous dit souvent que c'est la solution pour résoudre le problème du chômage et de la pauvreté. Et je vous rappelle que pendant ces 30 ans, si vous verrez les chiffres dans mon livre, il n'y a jamais autant de pauvres en France et jamais autant de chômage. Donc, il y a absolument... Je réponds à votre question. Vous avez dit beaucoup de choses, je continue. Donc, il n'y a pas de lien entre le taux de croissance, aucun lien entre le taux de croissance, et c'est même l'inverse. Herman Daly explique très bien. Herman Daly, c'est un vieux monsieur, professeur de l'université de l'économie de Maryland, l'un des pères fondateurs de l'économie écologiste. Il explique, donc à la Banque mondiale, qu'après la Seconde Guerre mondiale, la croissance était le moyen d'atteindre le plein emploi. C'était un moyen. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation inverse où la croissance, c'est le but, et quitte à licencier. Le but, c'était avant le plein emploi, et la croissance était un moyen. Maintenant, c'est la croissance, c'est le but. Et d'ailleurs, on va licencier pour entretenir la croissance. On a complètement inversé et tout ça, je raconte en détail comment on en est arrivé là. Bon. Donc, je ne parle pas de décroissance, première chose. Et c'est pas pour dire que je méprise ceux qui ont créé le mouvement de la décroissance. Je leur rends même hommage, une page dans mon livre, parce que franchement, dans les années 80, parler de décroissance, il fallait vraiment avoir du courage. Enfin, voilà. Non, la post-croissance, ça veut dire qu'on passe à autre chose. Si ce n'est pas la croissance de paradigme économique, c'est quoi? Alors, les propositions sont nombreuses maintenant. C'est en gros ce qu'on appelle en anglais le care, c'est l'économie fondée sur le soin. C'est pas le toujours plus, toujours plus, parce que évidemment que c'est pas possible, toujours plus, dans une société, dans un monde où les ressources sont finies. Et là, on le sait, le pic pétrolier est passé, le pic, la plupart des minerais, sauf la bauxite, est passé. Quand un pic passe, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus, mais ça veut dire que ça va devenir de plus en plus cher d'exploiter les ressources qui sont facilement accessibles. Donc, dans un monde où les ressources sont limitées, et la capacité de la Terre à encaisser les déchets que nous produisons est aussi limitée, on le voit bien aujourd'hui. L'air n'est plus respirable, les aliments sont pollués, etc. L'eau est polluée. Et bien évidemment que la croissance exponentielle, où on multiplie tous les X années le volume produit, n'est pas soutenable, absolument pas soutenable. Donc, dans le livre, il est dit très clairement, et le meilleur spécialiste pour ça, c'est Herman Daly, nous, les pays occidentaux, qui avons profité de ce modèle économique fondé sur la croissance, je rappelle qu'on estime que 95% des gaz à effet de serre qui sont au-dessus de nos têtes sont produits par nos pays, depuis l'ère de l'avènement de l'ère industrielle. Eh bien, nous devons faire un effort particulier, donc c'est-à-dire rentrer dans un autre système qu'on pourra décrire après. C'est quoi la post-croissance? C'est très bien décrit dans le livre. Donc, aller vers ce que Herman Daly appelle, mais il reprend ça aux économistes classiques, Adam Smith, un état stationnaire. Donc, où on va faire en sorte que les ressources dont on dispose soient évidemment
utilisez pas comme aujourd'hui, hein, n'importe comment, on gaspille, on encourage l'obsolescence programmée, on vous encourage à changer de téléphone portable tous les 18 mois, etc. Donc on gère des biens communs. Hein. Donc ça pose un problème démocratique aussi. Enfin, voilà, on gère des biens communs, qui sont les ressources, qui sont l'eau, qui sont l'air, etc. Tout ce qui ne devrait pas plus être privatisé, parce que la logique de privatisation a fait que, eh bien, on ne respecte pas les ressources. Hein. Et ensuite, on partage, on répare, enfin c'est toute une nouvelle économie, on pourra décrire après, c'est ça la société post-croissance. 2. Évidemment, nous devons mettre le pied sur le frein et rapidement, et ça ne passera pas par le progrès technologique. Je vous donne toutes les informations là-dedans. On a fait beaucoup d'efforts, et c'est très bien, il faut continuer, pour diminuer la quantité de ressources, par exemple, qu'on met pour produire une unité de PIB. Énorme, 30% entre 1970 et 2010. Mais quand on a un modèle fondé sur la croissance, et que donc on a continué à produire, ça n'a eu aucun effet, on a continué d'épuiser les ressources. Même chose pour l'empreinte carbone de chaque unité de PIB créée sur notre planète. On a réduit considérablement les émissions de CO2 par unité de PIB. Mais ça n'a rien changé, parce que la production, elle a continué de croître, on l'a multiplié par 2 au niveau mondial au cours des 10 dernières années. Vous vous rendez compte que ça veut dire en termes de quantité. Hein. Donc, ça ne suffit pas, et ça ne suffira pas du tout à faire ce que l'accord de Paris nous a dit, d'aller vers une société décarbonée, hein, zéro carbone le plus vite possible, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et si on continue avec un modèle fondé sur la croissance verte c'est quoi? C'est continuer de croître en utilisant le moins possible de ressources et en émettant le moins possible de CO2. Sauf que toutes les données sont là, ça ne marche pas. Les seuls moments où nous avons réduit véritablement nos émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi dit dans ce livre, c'est pas moi qui le dis, parce que moi je ne fais que transmettre ce que m'ont dit les économistes, les sociologues, etc. Ce sont 2 époques, dans 2 événements récents, l'effondrement de l'Union soviétique qui a entraîné une baisse de l'activité économique dans les pays de l'Est. Là, évidemment, c'est très lié, il y a une relation totalement linéaire entre le taux de croissance et le taux d'émission des gaz à effet de serre. Ils progressent systématiquement. Alors, dans ce cas-là, ils ont baissé. Et après la crise des subprimes aux États-Unis, baisse des gaz à effet de serre de 50% due à la récession. Donc voilà. Donc, pour en venir et en terminer avec les pays du Sud, Herman Daly est très clair là-dessus. Il faut que nous mettions le pied sur le frein, alors très très fort, hein, en pensant très vite à d'autres systèmes économiques, pour libérer de l'espace écologique pour les pays qui n'ont pas atteint encore un niveau de, je préfère utiliser le mot de bien-être, well-being, c'est le mot qu'utilisait Adam Smith, l'économiste classique, au XVIIIe siècle, un niveau de bien-être, hein, de développement, je veux bien aller jusque-là, mais le développement et la croissance, c'est pas la même chose. Hein. Un enfant, il croît jusqu'à un certain stade, et heureusement qu'il s'arrête, parce que si vous imaginez, la croissance est exponentielle, voilà, et il continue de se développer toute sa vie, un adulte. On peut croître sans se développer, on peut développer sans croître. Nous, le problème, c'est qu'on ne peut plus continuer à croître. Nous sommes dans un monde fini, nous avons atteint les limites de l'espace écologique dont nous disposons, et nous sommes en train de nous comporter comme des parasites, de dévorer la maison dans laquelle nous vivons et dont nous dépendons pour vivre. Donc, pour les pays du Sud, évidemment, qu'il faut libérer de l'espace pour qu'ils puissent atteindre un certain niveau de well-being, de bien-être, et donc leur accorder un taux de croissance qui va permettre d'atteindre cet état-là. Et après, on parle de convergence. Ceux qui travaillent sur ces questions, les économistes écologistes, parlent de convergence, c'est-à-dire qu'à un moment, eh bien, nous aurons un état qui fera que dans le nord et au sud, globalement, nous pourrons réduire ensemble nos émissions de gaz à effet de serre. Oui. Donc, si j'ai bien compris, c'est pas tout le monde au pain sec et à l'eau. Hein, globalement, on accorde des... Non, mais c'est une image où on accorde des taux de croissance différents. Non, mais ce que je veux dire, c'est important, parce que je viens d'apprendre ce soir. C'est pas tout le monde, globalement, on accorde, j'en sais rien, à l'Inde, on accorde à la Chine, globalement, des taux de croissance de façon à ce qu'ils puissent nous rattraper. Et nous, évidemment, qui avons bénéficié du système, on se serre un peu plus la ceinture. C'est pas serrer la ceinture, alors c'est ça. Si on veut arriver à zéro carbone en 2050, il va falloir faire des efforts, hein, quand même. Hein. Non, mais moi c'est ce que je montre dans le livre, parce que c'est une uchronie. Nous sommes en 2034, nous avons réussi la transition. Mais vous direz rien. Le sacrifice, c'est ce que vivent aujourd'hui, parce que tes données, excuse-moi, moi j'ai fait le tour du monde hein, pour l'histoire, notamment les boissons du futur.
Il y a le nombre de personnes en malnutrition a augmenté, il a baissé un peu, il a remonté là, on est à près de 900 millions, donc c'est énorme. C'est pas du tout, c'est pas, donc non, et ça dépend après comment on calcule, parce que ceux qui vivent avec moins d'$1 par jour, ils ont augmenté aussi. Si tu prends $2, ils ont baissé, donc il faut faire très attention. Moi je suis les données des Nations Unies. L'état de pauvreté du monde, le nombre de pauvres a augmenté sur notre planète. C'est ça la réalité. Avec en plus toute une série de personnes dont on ne tient pas beaucoup compte, qui sont des migrants, qui bougent beaucoup à cause des conflits, à cause des problèmes de dérèglement climatique, etc. Donc voilà. Donc non, on ne se serre pas la ceinture. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce que m'a dit un jour d'ailleurs Olivier de Scutter, qui était le rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, soit on anticipe l'effondrement à venir, c'est-à-dire que les ressources sont en train de s'épuiser, qu'on est en train de dérégler le climat à une vitesse extraordinaire, on est en train de faire ce qui s'est produit il y a 55 millions d'années sur la planète, ça s'était passé un réchauffement climatique de 6 degrés avec un niveau de CO2 dans l'atmosphère de 1000 ppm, on a passé des 420 ppm là, récemment, ça s'est passé en 20 000 ans, voilà. Et donc nous on le fait en 2 siècles, donc ça va être très difficile, on voit déjà, la biodiversité est en train de disparaître, etc., etc. Donc soit on anticipe pour éviter cet effondrement, soit on n'anticipe pas, et ça ne va pas être du tout, et on sera obligé de le subir. Donc moi ce que je décris dans la dernière partie du livre, Tony Lanceur d'avenir, c'est montrer que la société post-croissance, et Tim Jackson le dit très bien, prosperity without growth, la prospérité sans croissance, c'est un monde bien plus désirable que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Clairement. C'est-à-dire que la société post-croissance, elle est fondée sur le partage, la collaboration, les ressources sont des biens communs qu'on protège pour les générations futures. On n'est plus dans cette dépendance, la cage de fer du consumérisme, comme dit Tim Jackson, hein, où tout le monde est poussé, les chefs d'entreprise, les gouvernements, les consommateurs, les citoyens, à consommer toujours plus pour alimenter la bête insatiable de la production. Donc non, si vous lisez mon livre, vous voyez le film que j'ai fait, c'est pas du tout la société post-croissance, c'est la société pour moi désirable. Ce qui n'est pas désirable, c'est ce qui nous attend si on ne bouge pas et qu'on maintient cette idole de la croissance. Alors je vais vous donner un exemple qui